Bienvenue pour ce nouvel épisode sur KineoWeb. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation de pratiques complémentaires à la kinésithérapie et en particulier, on va parler de yoga et d'hypnose. Nous avons déjà un petit peu abordé ce sujet avec Muriel sur la partie yoga, mais aujourd'hui, c'est un immense plaisir d'accueillir Anne qui va nous parler, qui est kinésithérapeute et qui a intégré également le yoga et l'hypnose dans sa pratique et elle va nous partager son expérience. Alors, Anne, je te laisse te présenter et nous dire comment est-ce que tu en es arrivé à intégrer le yoga et l'hypnose dans ta pratique en tant que kinésithérapeute. Ok, donc déjà bonjour Julien, merci beaucoup pour cette interview, ça me fait hyper plaisir de parler de tout ça. Donc je suis kiné, effectivement, je suis kiné depuis 2006, j'allais dire 2016, 2006, donc ça fait déjà un petit moment. Et puis je suis professeur de yoga depuis 2020. En kiné, j'ai une pratique qui est plutôt orientée musculo-squelettique, une spécificité en rééducation pelvipérinéale et une gestion de la douleur. Voilà, donc j'ai fait différentes formations autour de ça, en thérapie manuelle, en MDT Mackenzie, des formations pelvipérinéales bien sûr, avec la clinique du coureur, avec beaucoup de choses, voilà, beaucoup de formations. Et ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est donc hypnose appliquée à la kinésithérapie que j'ai fait en 2018-2019 avec GMK et Théo Chemeil. Très bonne formation que j'ai adorée. Et puis aussi une formation autour de la gestion de la douleur et de la communication avec Mike Stewart et l'agence EBP. Donc, pour le plan kiné. Et sur la partie yoga, donc je suis formée par rapport... j'ai fait une première formation yoga pour les professionnels de santé. Et puis ensuite, j'ai augmenté le cursus avec le yoga prénatal, le yoga adapté à l'endométriose et une formation de 200 heures pour avoir la certification Yoga International, Yoga Alliance, pour avoir un diplôme validé, c'est reconnu en fait, bien que, voilà, après on met ce qu'on veut derrière le nom, mais en tout cas, ça donne une certification. Et puis depuis l'année dernière, je suis aussi formatrice dans un organisme de formation pour un cursus de 200 heures où je fais une partie yoga et anatomie, notamment. Voilà, où on est 4 professionnels de santé dans ce cursus à Marseille, à Pura Vida Studio. Donc voilà tout ce que je fais. Donc la kiné, le yoga, une partie de formation qui commence, qui va peut-être se déployer. Et voilà, comment j'en suis venue à tout ça? Euh, les événements de la vie, j'ai envie de dire. Déjà, le yoga, j'en fais depuis une dizaine d'années. Et puis, les événements de la vie m'ont amené à me remettre sur le tapis un peu plus assidûment, on va dire, et m'ont beaucoup aidé et transformé sur certains points. Donc, ça me semblait nécessaire de l'intégrer. C'est quelque chose qui m'a tellement parlé de l'intégrer à ma pratique. J'ai une idée de se remettre en mouvement. Donc, je le vois au quotidien avec mes patients qui ont besoin de se remettre en mouvement. Et pour l'hypnose, c'est vraiment l'idée d'aller chercher des ressources qu'on ne conçoit pas, qui sont vraiment insoupçonnées. Et ça, cette idée, ça m'a toujours intéressée, depuis toujours. Et quand j'ai vu qu'il y avait cette formation d'hypnose appliquée à la kinésithérapie, je me suis dit, mais là, c'est super, il faut que j'aille voir ça, il faut que j'aille tester. Et c'était vraiment très bien, c'était vraiment très chouette. Ça apporte d'autres clés, notamment quand on sort de nos cursus de kinésithérapie. Enfin moi, en tout cas, quand j'en suis sortie, je me trouve un peu démunie par rapport à la gestion de la douleur, par rapport à tout ce qu'on pouvait apporter à nos patients. Et ça pouvait pas être juste des antalgiques qui pouvaient régler le problème. Et je pense qu'il y avait une vraie prise de conscience à avoir et d'autres éléments à apporter, en tout cas, pour faire plus de liens, plus de sens. Et donc voilà, quand j'ai vu cette formation d'hypnose appliquée à la kiné, je me suis dit, ben voilà, c'est vraiment ça. Et donc voilà comment je suis venue à tout ça. Et par la suite, j'ai fait cette formation de communication et de gestion de la douleur aussi, qui était très intéressante, qui recoupe avec ce qu'on voit aussi en entretien motivationnel, avec toutes ces choses-là, mais c'est toute cette idée de communication et de pas être seulement mécanique. L'un va avec l'autre, évidemment, hein, mais pas, pour moi, c'est pas l'un sans l'autre. Les deux D'accord, à gagner à être ensemble. d'accord, très Voilà bien. comment j'en suis venue à tout ça. Et là, je rassemble, je mets tout ensemble, presque. D'accord. Donc là, je donne mes cours, donc je vois toujours des patients kinés. Je donne 4 heures de cours de yoga par semaine et je fais du yoga adapté à la pathologie pour certains qui viennent avec des problématiques, donc notamment liées à l'endométriose, mais notamment suite
de lombalgie ou qui veulent retrouver du mouvement, mais en conscience, j'ai envie de dire, et, euh, et des formations où j'interviens comme Très bien. formatrice. Voilà. Bah, super. C'est vrai que tu as un parcours vraiment de kiné qui se forme, qui applique parfaitement les recommandations pour tout kinésithérapeute de se former. Mais en plus, tu as réussi à l'intégrer dans ta pratique et également Mm, créer d'autres activités qui viennent en complément, autant pour toi d'ailleurs en tant mm. que professionnel de santé que pour les patients. Concrètement, quels sont les champs d'application justement de l'hypnose dans la kinésithérapie? Tu parlais de la douleur. Ouais. En premier lieu, je l'utilise dans la gestion des douleurs, plutôt douleurs persistantes, douleurs chroniques, où on a quand même beaucoup de patients avec cette problématique. Donc, gestion de la douleur, la peur, le stress, l'anxiété, enfin la peur évitement du mouvement, euh, ou suite par exemple à un traumatisme, un accident, un choc, on a peur de se remettre en mouvement sur soit sur certaines, je sais pas moi, aller faire une rando où il y a un peu de dénivelé, on a eu mal au genou, on n'ose plus y aller. Finalement, mécaniquement, ça marche très bien, mais voilà, il y a un frein qui n'est plus d'ordre mécanique, mais qui est ailleurs et qui là, on peut aller lever. Donc voilà, c'est ça les grandes lignes en kiné, c'est gestion de la douleur, douleur plutôt des douleurs chroniques, des douleurs aussi neurologiques, on peut, douleurs persistantes, la peur évitement du mouvement et le stress anxiété. Voilà. Après, l'hypnose, c'est quelque chose, c'est un outil qui est transversal. Donc, moi, quand les gens viennent, je leur explique que je fais l'hypnose appliquée à la kiné. Je vais pas leur faire proposer d'arrêter de fumer ou de maigrir. On reste dans notre champ de compétences de kiné. C'est important de Ah, le quoique pour resignaler fumer, parce que pour l'hypnose, fumer, c'est très large. On peut faire plein de choses. c'est vrai, mais pour arrêter de fumer, pour le coup, vous pouvez, vous avez le droit de prescription des patchs, par exemple, donc pourquoi pas C'est ça, finalement. c'est ça. Ouais, Euh, mais là, je suis pas formée. mais bon, là, Je me lance pas c'est pas ton là-dedans. truc du tout, c'est clair. Mais ça pourrait être une possibilité, hein, en même temps, Ça pourrait. C'est vrai que j'y ai pas pensé, en fait. Non, ouais, c'est je vrai que vous pense avez à trop de un champ trucs. d'application qui est large. Ah ouais, Non, non, mais c'est vous une avez bonne idée, effectivement. vous avez un champ d'application qui est assez large, un champ de compétences Ouais. qui est vraiment large. Et c'est vrai que c'est magnifique en tant que kinésithérapeute. Bah, autant pour soi, justement, ça va être la question un petit peu suivante. Qu'est-ce que la pratique de l'hypnose et du yoga également t'apporte à toi en tant que professionnel de santé et apporte également aux patients derrière tout ça? Alors déjà, ce que ça apporte aux patients et ce que ça m'apporte, alors pour moi, je trouve que c'est une approche plus complète, définitivement. On va pouvoir avoir une plus grande communication avec le patient. On va pouvoir travailler sur l'intensité de la douleur. On va pouvoir la moduler. On va pouvoir travailler sur les facteurs psychosociaux, l'hypervigilance, l'évitement par la peur, par l'anxiété. Donc tout ça, c'est très important. Ça sous-entend qu'on passe du temps avec son patient. Ça sous-entend qu'on fait un bilan complet avec son patient et qu'on prend le temps de l'écouter. Parce qu'on va forcément prendre le temps de comment il décrit sa douleur. Est-ce qu'il va utiliser j'ai comme un coup de poignard dans le dos, ça me fait des fourmis, toutes ces choses-là, parce que ça, c'est des petites choses qui vont résonner et qu'on va réintroduire ensuite, ou on va rebondir dessus en tout cas. Donc, il faut prendre le temps de poser les bonnes questions aux patients, d'où l'importance de la communication pour nous, de savoir poser les bonnes questions, mais ensuite de pouvoir orienter ou réorienter le dialogue avec le patient. C'est vraiment un dialogue. Et, euh, et ensuite pouvoir déterminer ce qu'on va utiliser comme outil en hypnose, parce que finalement, il y a plein de choses. Comment je l'adresse? Donc déjà, comment je l'intègre plutôt? Euh, donc déjà un bilan complet, où j'exclus pas évidemment toute la partie bilan kiné, les tests cliniques qui font partie de ma prise en charge de kiné, hein, de toute façon. Mais il y a une petite porte qui s'ouvre suivant ce que le patient me dit, où je me dis, ah là, ça pourrait être intéressant d'intégrer l'hypnose. Toc, petite lumière. Et à la fin de ça, j'en parle au patient. Est-ce que vous seriez d'accord pour utiliser cet outil? Et on explique, on débriefe ce que c'est que l'hypnose. Et puis si c'est OK, on l'utilise à la séance d'après. Donc, je commence par expliquer ce que c'est que l'hypnose, que c'est déjà ce n'est pas une baguette magique. Ça, je ne fais pas léviter les gens. Je ne les endors pas. Donc, qu'ils restent pleinement conscients que c'est juste. C'est un état de conscience modifié.
C'est-à-dire, on déplace son focus attentionnel sur un point précis. C'est comme si on regardait un tableau de très près, qu'on voyait qu'un point, et là, on leur propose de regarder d'un peu plus loin et d'aller voir tout ce qui se passe autour, ou alors d'apporter son attention sur un autre point du tableau. Concrètement, dans la vie de tous les jours, c'est comme quand tu prends ta voiture, que tu fais un chemin que tu connais par cœur, que tu regardes plus la route et que tu es dans tes pensées. T'es arrivé chez toi, tu sais même pas comment. C'est un déplacement du focus attentionnel. Tu vois? Complètement, ouais. On le fait tous tous les jours, en fait. On s'en rend pas compte. Donc là, c'est ce que je leur propose, de déplacer leur attention sur autre chose. Et je leur explique aussi que c'est un exercice. Donc il y a souvent la question qui vient de oui, mais moi je suis pas hypnotisable ou j'y arrive pas, gna gna gna. Donc là, je leur ai dit, mais en fait, tout le monde peut, tout le monde peut être hypnotisable. En fait, on a une plus grande facilité suivant nos convictions personnelles, suivant nos motivations. Si quelqu'un vient avec déjà, il sait que je fais ce type de pratique, déjà, c'est renforcé sur le fait, ah oui, donc là, vous allez pouvoir m'aider, c'est sûr. Donc, il est d'autant plus motivé, ça va d'autant plus fonctionner. Mais en tout cas, tout le monde a cette capacité à être hypnotisable et c'est pas perdre le contrôle, encore une fois. Et c'est quelque chose qui peut se travailler. On revient à la neuroplasticité et aux connexions neuronales, et plus on le retravaille, et plus c'est facile, et plus on le retrouve rapidement, n'importe où, n'importe quand. Donc, on explique ça, alors pas aussi long, hein, mais je leur explique quand même ce que c'est que l'hypnose, ou du coup, ou parfois je leur propose la question qu'est-ce que vous connaissez de l'hypnose, ou c'est quoi pour vous l'hypnose? Et hop, on permet de balayer quelques croyances ou de rebondir sur certaines choses. Et puis, bah, une fois qu'on a fait ça, on va faire notre séance. Donc, avant quand même, on détermine un objectif par rapport aux douleurs. Si c'est par rapport aux douleurs, quel est l'objectif? Parce que c'est pas le même objectif pour tout le monde finalement. Il y en a qui ne veulent pas forcément se débarrasser de toutes leurs douleurs. Ils veulent juste pouvoir faire telle activité, euh, pouvoir dormir correctement, pouvoir sortir avec des amis sans se poser de questions, mais au bout de tant de temps, je vais avoir mal, ça va être insupportable. Enfin, des choses des fois très précises. Donc, on définit toujours un objectif au début de séance. Et puis ensuite, eh ben, on va utiliser différentes techniques. Et les différentes techniques, on les choisit suivant ce qu'on a entendu du bilan. Je suis D'accord. claire? Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Parfait. Ok. Donc, les techniques que j'utilise le plus souvent, il y en a trois, quatre que j'utilise beaucoup. La première, c'est la réification. La deuxième, je vais les décrire après. La deuxième, c'est le souvenir. Souvenir, un souvenir agréable, un souvenir d'apprentissage. Le troisième, c'est le lieu sûr, lieu cocon, lieu ressource. Et le quatrième, c'est la lévitation. Mais c'est pas la lévitation où on lève tout le corps, hein. Je vais recommencer par la lévitation tout de suite. La lévitation, c'est par exemple j'utilise beaucoup pour les douleurs d'épaule, c'est faire imaginer que tu tiens un ballon, par exemple, rempli d'hélium, et c'est le ballon qui va se soulever et qui va pouvoir aider une mobilisation passive ou une mobilisation active aidée, tu vois. Donc, voilà, ça peut être la lévitation. La réification, c'est quand les patients, ils vont me dire, ma douleur, c'est comme si c'est rouge, c'est dur, c'est comme si ça avait une barre dans le dos. Enfin, tu vois, ils nomment, ils posent un D'accord. objet sur la douleur, ce qu'on entend régulièrement quand même. Un coup de poignard, des fourmis, de l'électricité, on en a plein. Et puis quand on leur fait dérouler ça, ils deviennent encore plus précis. Ils sont capables de dire c'est une barre qui est grosse, c'est plutôt rond, c'est plutôt dur, ou alors s'il y a des picots. Enfin, ils peuvent être très 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 précis. Et donc donc avec ce type de réification, les patients sont actifs, ils parlent en fait pendant la séance. Et en fait, on va leur proposer de modifier ce qu'ils ressentent. Donc dans les différents paramètres évoqués, je vais leur demander euh, cette sensation désagréable représenté par tel objet. Si vous voulez modifier quelque chose, par quoi vous voudriez commencer? Ils vont me dire, par exemple, ben, je voudrais que ce soit moins dur. D'accord. Et alors, comment vous voudriez transformer pour que ce soit moins dur? Alors là, déjà, ils ont des choses en tête, hein. Là, on laisse défiler l'imaginaire sans limite. Et des fois, ils vont me dire, bah, je voudrais apporter du chaud. Je voudrais pouvoir le malaxer. Ok. Alors, imaginez que vous êtes à l'intérieur de votre corps, devant cette barre de fer qui est dure, et imaginez que vous êtes en train de la malaxer, que ça devient plus
souples de plus en plus. Et là, on les fait parler, j'interviens un petit peu, et on fait dérouler jusqu'à ce que l'objet initial décrit devienne un objet, ou peut-être même une disparition d'ailleurs, ça va peut-être des fois jusqu'à disparaître, pour que ce soit confortable à l'intérieur d'eux. Tu vois? D'accord. Ok. Donc ça, c'est la Ah, réification. C'est un outil qui marche très bien euh, quand les patients ont beaucoup d'imaginaire, notamment. ouais, ça me fait penser aussi un petit peu au fait qu'on parle beaucoup dans la gestion émotionnelle plutôt, de nommer vraiment les émotions et ce que ça fait dans le Mm, corps. Et en fait, je vois vraiment le lien entre ça et ça peut exactement. également ramener à des émotions pour le coup quand on est sur nommer. Exactement. Ah, tout à fait, c'est exactement ça. Donc, et c'est très... il y a des patients que ça rassure de pouvoir parler aussi, parce qu'ils sont actifs dans leur séance. Et, et l'actif, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, évidemment, de la remise en mouvement et le mouvement. Mais du coup, c'est aussi une forme d'être actif dans son processus de comprendre sa douleur et de s'en détacher, de la regarder autrement, en tout cas. Et de se rendre compte qu'elle est souvent associée à des émotions. Parce qu'effectivement, à la fin d'une séance, on ramène toujours à comment vous vous sentez maintenant. Mm. Est-ce que vous vous sentez apaisé? Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est détendu? Est-ce que c'est plus paisible? Le faire verbaliser. Et des fois, on est surpris de ce que les gens verbalisent d'ailleurs, hein. On s'attend pas toujours à ce qu'ils disent pendant les séances. C'est ça qui est assez chouette d'ailleurs. Et des fois, on Ouais. va très très loin avec l'imaginaire, hein. Ils vont plus loin que nous. Franchement, franchement, ils vont plus loin que nous. Moi, des fois, j'étais hyper surprise parce que les gens ont amené, hein. Voilà. Très très chouette. En rééducation pelvipérinéale, moi je traite aussi des patientes qui ont des douleurs pelviennes chroniques difficiles, qui sont installées depuis très longtemps, et c'est un d'autant plus que c'est des organes qui sont internes, des muscles qu'on a du mal à localiser, des douleurs qui sont encore méconnues, même par des professionnels de santé, même par des médecins, et donc du coup pouvoir aller aussi travailler sur ces types de douleurs avec cet outil, c'est vraiment un gain incroyable, vraiment. Donc là, la réification, que j'utilise vraiment, que j'adore utiliser, et parce que ça développe plein de choses pour les patients. Parce que s'ils sont capables d'utiliser leur imaginaire là avec moi, ils vont l'utiliser ailleurs. Et ils vont utiliser d'autres champs de réflexion et de pensée. Donc c'est aussi viser de l'autonomie dans d'autres champs d'action. Ça déborde un peu de la kiné classique, pas vraiment, mais en tout cas, c'est redonner de l'autonomie. Et plus on donne de l'autonomie aux gens, que ce soit dans le mouvement ou ailleurs, plus je suis convaincue qu'ils se porteront mieux, en fait. Ah Donc, ben, c'est l'un des objectifs de la kinésithérapie, hein, l'autonomisation des patients. Et ah ouais, depuis plusieurs années maintenant, c'est bien. C'est complètement, vraiment complètement. Les autres choses qu'on utilise aussi, ça va être le souvenir. Le souvenir, quelque chose quand on était petit, ou même pas forcément, ou un souvenir d'un apprentissage ou de quelque chose de particulièrement agréable. Euh, et on veut se retrouver dans ces conditions-là, parce qu'on a particulièrement aimé ça. Donc, on va utiliser voilà, ce souvenir évoqué par le patient. Si le patient l'amène directement, hein, je voudrais retrouver les sensations que j'avais eues quand je faisais telle chose ou quand j'ai appris telle chose. Par exemple, j'ai appris le violon, c'était particulièrement difficile, mais par contre, après, j'ai pris plaisir à jouer et la notion d'effort, c'est quelque chose que j'ai déjà connu, mais finalement, je sais que ça peut m'apporter quelque chose de positif. Donc là, hop, on prend et on rebondit dessus ensuite. Donc ça fait ça, penser à la PNL, parce que la programmation neurolinguistique, c'est vraiment ça aussi, c'est rebondir sur des choses bénéfiques qu'a réussi à faire la personne et de pouvoir ouais, le réintégrer, l'adapter à un autre domaine aussi, de pouvoir vraiment lier les deux, même si on ne voit pas forcément le lien au début. Et ça s'intègre vraiment. exactement. L'inconscient fait le lien. Même si on s'en rend pas compte, à l'intérieur, ça fonctionne. Hmm. Et autre chose que j'utilise beaucoup, c'est le lieu sûr, le lieu cocon, lieu agréable. C'est un endroit réel ou imaginaire où on se sent particulièrement bien. Donc déjà, quand on dit ça, imagine un lieu dans lequel tu te sens particulièrement bien. On a tous une image qui nous vient, hein. Ça peut être en pleine nature, ça peut être, moi je pense, je sais pas, à la montagne, ça peut être au bord d'une
plage avec une mer magnifique. Ça peut être dans un lieu qu'on n'a jamais, où on n'est jamais allé physiquement, mais qu'on a vu derrière un écran ou qu'on nous a parlé, ou un lieu qu'on imagine. Mais en tout cas, ce lieu sûr, c'est un lieu dans lequel on peut se projeter, où il n'y a pas de stress lié par l'entourage, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas d'anxiété. Un lieu dans lequel on va pouvoir se reposer, se détendre. Et donc ça, j'utilise beaucoup pour poser ce lieu sûr. Et une fois qu'on a installé ce lieu sûr, on peut ajouter une technique de kiné, par exemple. Donc, on Mm. peut imbriquer l'hypnose et la kiné, même dans les autres modalités, mais dans le lieu sûr, je trouve que c'est encore plus adapté, où on va installer ce lieu sûr. Et ensuite, par exemple, je vais rajouter une mobilisation passive. Et une fois que la personne est plus calme, détendue dans ce lieu sûr, eh ben, c'est plus facile d'appeler une mobilisation du genou qui avant ou était encadrée par de la peur, du stress et de l'anxiété, parce que la dernière fois, ça a fait mal sur la mobilisation, parce que ça fait des années qu'elle a mal ou qu'il a mal. Et donc, du coup, réinstaller déjà cette mobilisation dans un lieu sûr, ça change tout le cadre. D'accord. Et donc, ça, tout ça, c'est des choses que les patients peuvent retrouver, évidemment, après. Mm. Donc, ça, c'est les différentes techniques. Est-ce que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire dans les techniques? Oui, je crois. Ouais, je pense que c'est pas mal. Donc, tu as vraiment montré comment tu vas intégrer l'hypnose dans tes séances. Tu as montré également les avantages pour le patient, mais c'est qu'il va pouvoir Ouais. aller vraiment beaucoup plus loin Et donc, dans sa récupération, oui. mm, je vais ajouter quand même, quand on fait, il y a 4 phases, pour moi, 3 à 4 phases dans le déroulement d'une séance. Au début, on propose aux patients de s'installer. Là, dans ma salle, par exemple, les patients sont souvent allongés dans un lieu calme. Mais finalement, ça peut être aussi assis, ça peut être debout, ça peut être dans un lieu où il y a du bruit. Ça, c'est pas Mm. une contre-indication. C'est juste un entraînement. Après, il y a l'induction, c'est-à-dire qu'on va déplacer l'attention et on va faire l'induction soit à ce qu'on appelle avec le PAF-TOG, soit avec la respiration. Alors, la respiration, évidemment, gros lien avec le yoga et toutes les techniques de respiration, qui est pour moi centrale, évidemment, la respiration. Et le PAF-TOG, c'est une initiale qui correspond aux différents sens qu'on va vouloir euh, mettre en lumière. PAV, P pour la proprioception, A pour l'audition, V pour visuel, T pour le toucher, O olfactif, G gustatif. D'accord. Audition, ça va être écouter ou prêter attention au son que vous entendez dans la pièce. Le toucher, ressentez la table sous vos doigts. Ressentez, ça va être des choses comme ça, tu vois, pour déjà placer son attention à différents endroits. Quand on utilise la respiration, ça va être de redécrire le parcours de la respiration par les voies nasales, par la cage thoracique, les côtes basses, le ventre, laisser de l'amplitude dans sa respiration, peut-être la calmer, peut-être rallonger les expires. Et une fois qu'on a installé soit l'induction avec le PAF-TOG ou avec la respiration, ou peut-être les deux d'ailleurs, c'est pas incompatible, on va passer au corps de séance avec les différentes techniques qu'on a évoquées ensemble avant. Et à la fin, on propose un ancrage. L'ancrage, ça peut être un geste simple, reproductible, pour que la personne puisse retrouver les sensations de la fin de séance, donc une sensation de détente, de sensations agréables et plus de sensations désagréables, plutôt que de nommer d'ailleurs douleur, plutôt dire sensation désagréable, c'est un truc, mais ça fait quand même aussi la différence. Donc de passer à une sensation désagréable à une sensation agréable ou confortable, de faire noter ça, de le faire remarquer par le patient, de l'ancrer avec je fais ça parce que je fais souvent ça, moi, le pouce contre le bord de l'index, mais ça peut être croiser les doigts, ça peut être serrer le poing, n'importe quoi, qui vient spontanément au patient, mais pour qu'il puisse le retrouver en dehors de la séance. Pour quand il le fasse chez lui, dès qu'il fait ce geste, il retrouve les sensations. Et plus il va le faire, avec la séance qu'on a fait, reproduire le déroulé qu'on a fait ensemble avec son ancrage, c'est un geste qui va renforcer en fait les sensations de ressenti. Et donc c'est là que se crée tout ce qu'on nomme dans la neuroplasticité et qui va faire que le chemin se fera de plus en plus facilement pour retrouver des sensations confortables. Voilà. Oh. Voilà comment ça se passe, une séance en tout. Tout bien. Ouais, donc
pour toi, c'est vraiment c'est quelque chose qui enrichit ta pratique de façon tout le temps. vraiment, c'est c'est génial. Et tu parlais un petit peu du yoga aussi. Ouais. C'est vrai que bah, pour les mouvements en pleine conscience, justement, et la respiration, on Mm, est vraiment sur quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le yoga. Et donc, tu arrives aussi à l'intégrer dans ta pratique de kinésithérapeute et en dehors également de partie mouvement complètement. conventionnel. Mm. Mm. Ouais, parce que finalement, quand tu réfléchis sur une séance de yoga, en tout cas moi, comme j'aime les faire, tu commences par une induction. Tu proposes aux gens de s'asseoir dans une position confortable, poser leur attention sur la respiration, ce qu'on fait exactement en hypnose. Euh, et après, de prêter attention aux sensations corporelles, aux ressentis du corps, en mouvement ou en statique, mais plus souvent en mouvement finalement dans les types de yoga que je propose, du vinyasa notamment. Et donc du coup, c'est prêter attention à ce qui se passe dans le corps à ce moment-là. Et donc c'est vraiment ce déplacement du focus attentionnel. Parce que dans notre quotidien, on est tous là-haut, hein. Beaucoup en tout cas, beaucoup trop. Et donc du coup, de proposer de temps en temps de redescendre ailleurs et de voir ce qui se passe, c'est pareil. Donc j'utilise en J'intègre des postures de yoga dans mes pratiques de kiné et mes patients repartent avec des exercices, enfin des postures de yoga d'ailleurs dans leurs exercices à faire à la maison. Mais dans mes cours de yoga, c'est vraiment ça. Et à la fin, on termine par une méditation où on va amener des suggestions comme on amène en hypnose. Vous pouvez peut-être ressentir ou euh, imaginer le corps qui s'allège à chaque inspire, qui se détend à chaque expire. Tout ça, c'est des suggestions. C'est la même chose qu'on retrouve en hypnose. C'est les mêmes mécanismes finalement, intellectuellement. Au niveau cérébral, c'est les mêmes choses. Sauf que c'est renforcé par le fait que ça dure 1 heure. Il y a aussi le phénomène que c'est en groupe, qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, le fait que tout le monde fasse la même chose. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui se passe avec ça, d'autant plus que moi, j'amène en plus de la musique, enfin, il y a tout un cadre qui est posé autour qui favorise. Mais finalement, plus on le travaille que ce soit en kiné ou en hypnose appliquée à la kiné, ou même dans les séances de kiné ou en yoga, plus on le travaille, plus on le retrouve en dehors de la séance ou du cours sur le tapis. Et c'est vraiment ça l'idée. C'est de pas faire une demi-heure par semaine ou 1 heure par semaine. C'est que ça diffuse partout. Donc, voilà. Et je voulais rajouter quand même que du coup, j'ai des patients qui viennent soit directement pour ça, qui savent pas que je fasse ça, bien que maintenant, finalement, j'en ai beaucoup qui viennent pour ça, ou j'ai des confrères qui font pas d'hypnose appliquée à la kiné, qui suivent leurs patients. Et de temps en temps, 1 fois par mois, je vois les patients pour l'hypnose appliquée à la kiné. Et ils continuent leur processus avec leur kiné, où ils font plein de choses très bien, et le patient arrive à regrouper les deux de lui-même. Et ça, c'est chouette aussi. C'est vraiment super cette collaboration entre kinésithérapeutes. Ce que tu évoquais, c'est pas tout le temps que ça arrive, hein. Comment ça s'est Effectivement. fait en fait? Alors, ça s'est fait. C'est des collègues kinés que je connaissais déjà, qui savaient que j'étais formée en hypnose appliquée à la kiné. Et ils me l'ont envoyé. En fait, il y a eu 2 patients notamment auxquels j'ai en tête. Donc, celui que je vois en ce moment, par exemple, il vient pour des douleurs neuropathiques. Euh, Ça fait un moment qu'il est dans la rééducation avec donc mes 2 collègues qui le voient à domicile notamment et peut-être maintenant au cabinet aussi. Et le patient avait des douleurs qui l'empêchent de dormir la nuit, qui restreignent son périmètre de marche. Euh, il y a un déficit de mobilité aussi au niveau de la cheville, au niveau de son genou. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Et puis, et notamment ces douleurs qui le minent, donc, il y a un impact sur le sommeil. Donc, du coup, il y a un impact sur la gestion de la douleur. Donc, après, on sait très bien l'importance du sommeil notamment. Donc, voilà. Donc, il y a un gros impact sur toute sa vie personnel, professionnel et tout son entourage avec lui. Et donc, du coup, on a mis en place ce partenariat. Ce patient, il est prêt à essayer tout parce qu'il en peut plus, de toute façon. Donc, il est venu vers moi en me disant, bah, de toute façon, j'essaierai tout ce qu'il faut et je ferai tout ce qu'il faut. Donc, il était hyper motivé, déjà. Donc, gros point positif. Il a très bien décrit sa douleur euh, ce qui le gênait, ce qu'il attendait. Donc, on a défini des objectifs ensemble. On a fait une première séance où on a
travailler avec une technique on n'a pas évoquée tout à l'heure qui s'appelle le gant magique pour le coup. C'est d'imaginer comme s'il y avait une protection autour de son pied et d'imaginer qu'à chaque fois qu'il déroule son pied à la marche, il y ait moins ces sensations de fourmillement, etc. Donc c'est une autre technique qu'on a pris le temps de dérouler ensemble. Je l'ai fait imaginer ensuite marcher avec cette chaussette. Du coup, c'était une chaussette magique qui lui permet de marcher de manière plus confortable et surtout de pouvoir la réutiliser quand il allait marcher à l'extérieur, quand il se retrouvait en séance de kiné avec mes collègues, etc. Pour le coup, ça n'a pas été si simple que ça à mettre en place. Donc ensuite, c'est pas grave, on a dit c'est peut-être pas la plus adaptée, on a changé, on a travaillé avec de la réification. Et du coup, il essaye chez lui. Il a très bien compris la nécessité de l'auto-hypnose et en tout cas de faire cet exercice régulièrement chez lui, de déplacement de focus attentionnel. Et il l'utilise la nuit aussi. Donc la nuit, ça lui permet en tout cas, de se réendormir plus facilement, d'avoir des plages de sommeil plus longues. Et donc du coup, on sait très bien que s'il y a un meilleur sommeil, il y a une meilleure gestion de la douleur, tout simplement. Mm. Je fais un gros raccourci, mais quand même, c'est ça. Donc, en fait, on va travailler sur différents paramètres. Et donc, bah, je continue de le voir une fois par 3 semaines, un mois. Alors, des fois, il m'envoie un mail pour me dire, Anne, ça va pas du tout. Ou là, j'ai besoin qu'on voit un truc. Et du coup, bah, je lui redonne deux, trois pistes. Et puis on voit. Et puis, du coup, moi, j'échange avec ces kinés. Et je leur dis, bah, là, aujourd'hui, on a vu ça, ça, ça et ça. Je lui ai demandé de faire ça, ça et ça. Du coup, pour que voilà, ils remettent aussi un petit focus de l'autre côté. Alors, comment ça s'est passé la séance? Qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu en es, etc., etc. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment chouette. Là, c'est un patient qu'on va suivre, je pense, quand même pendant un petit temps ensemble, comme ça, en collaboration. Et l'autre personne à laquelle je pense, elle venait à suite d'un problème de genou. Il y avait des fractures multiples, rotules. Je me demande s'il n'y a pas le plateau tibial. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Et donc, c'était fait suite à une chute en montagne, justement en randonnée. Et elle avait une grosse appréhension de retourner faire de la randonnée. Bien que la rééducation avançait plutôt bien, il y avait des choses elle avait peur de faire, sauter sur le trampoline, se mettre sur un pied en équilibre unipodal, etc., etc. Et donc, elle est venue me voir pour ça. Je l'avais vue au début de l'été. On a fait une séance avec elle. On n'a pas fait 50. On a fait une séance ensemble. Alors, je redis, ce n'est pas une baguette magique, hein. Je le redis en grand. On a fait quand même qu'une séance avec elle. Et elle s'est imaginée en train de marcher comme avant dans ses randonnées qu'elle aime tant et d'éprouver des sensations confortables. Et donc ensuite, je lui ai demandé de les retrouver quand elle marchait déjà là, en dehors, et ensuite de se dire que finalement, c'était peut-être possible d'y aller et d'y aller en progression, d'où la notion de progression qu'on retrouve beaucoup en kiné, hein, mais aussi de le remettre là, à cet endroit-là. Et elle l'a fait. Et je sais parce qu'elle est venue me voir à la fin de l'été, donc elle n'avait pas de séance, mais elle est venue me voir. Elle m'a dit, mais vous savez, finalement, je suis allée faire de la randonnée. J'ai dansé comme j'avais jamais dansé. Je n'osais plus danser. Finalement, j'avais confiance sur mon genou. J'avais plus de douleur. Et finalement, j'ai fait tout un tas d'activités que je n'osais plus faire par peur, Mm. évitement. Et donc ça, enfin bon, je trouve ça génial. Moi, c'est le truc que j'adore. Enfin, tu vois, c'est le plus beau des cadeaux pour moi. Donc tu fais pas beaucoup en termes de temps, en termes enfin, tu vois, je les vois pas sur 50 séances. Mais du coup, là, en apport d'autonomie, c'est dingue. Pour moi, je trouve ça chouette. Vraiment top. Tu vois, rien que Ouais, d'en c'est clair. parler, je peux en parler pendant des heures. Bah ouais, mais en plus, ce qui est vraiment bien avec l'hypnose, tu en parlais juste avant, c'est l'auto-hypnose, le fait d'éduquer les personnes à faire ce qu'ils font en cabinet, alors que ce soit pour des exercices de kinésithérapie, c'est pas forcément avec du matériel. S'il y a du matériel dans un cabinet, c'est très bien, mais que le patient puisse le faire facilement chez lui. Sur notre interview, on parlait de bas de contention, des exercices avec des bas de contention et des bouteilles d'eau. Voilà, c'est des choses qui sont Complètement. qui restent accessibles et que les personnes peuvent faire et retrouvent leur autonomie par la suite. Il y a vraiment cette partie éducation qui permet de refaire les choses de façon adaptée à la personne et de pouvoir le faire aussi sans avoir à retourner forcément voir le kinésithérapeute Mm. ou l'hypnothérapeute, s'il y a plusieurs thérapeutes derrière, de pouvoir progressivement repartir sur ça. Et comme tu disais, sur la gestion de la douleur, ça va être également de pouvoir réduire la prise antalgique, Mm. ce qui est assez... alors, c'est pas dire arrêter les antalgiques, hein, Non, pas du tout. mais simplement de dire, ben, en faisant ça, vous noterez peut-être que vous aurez moins mal et que vous aurez peut-être
moins besoin d'orthodontagie, avoir un suivi médical de toute façon dans Mm. certains cas derrière. Mais, ça permet vraiment de redonner de l'autonomie aux patients sur tellement de domaines différents. Et tu disais, c'est pas une baguette magique. Non, ce qui est magique, c'est finalement, c'est un petit peu l'esprit, l'état d'esprit du patient qui évolue. Et c'est ça, Mm. c'est là où la magie opère C'est ça. de façon assez flagrante. Et on le voit dans beaucoup d'études sur la méditation, sur l'hypnose, sur la PNL. C'est vraiment quelque chose qui commence à être bien avec les certaines sociétés ont maintenu sans qu'il y ait forcément d'études scientifiques, mais au niveau scientifique, maintenant, il commence à y avoir vraiment beaucoup de littérature sur sur ces Mm. différentes approches. Euh, et c'est tout à fait ce que tu abordes et Mm. ce que tu intègres à tes séances de kinésithérapie, ce que tu intègres aussi avec le yoga en dehors Mm. de la kinésithérapie. Voilà. Et justement, par rapport un petit peu à tout ça, comment est-ce que toi, tu vois le futur de la kinésithérapie? Alors, il y a 20 ans, on était vraiment sur une autre approche. Maintenant, il y a vraiment une approche EVP qui se met en place. Mm. Il y a aussi toutes ces approches alternatives, on va dire, ou complémentaires, je préfère dire. Euh, comment tu vois un petit peu tout ça par rapport à la kinésithérapie? Moi, pour moi, je pense il faut absolument. Déjà, il y a de plus en plus de spécialités dans la kiné. Donc, Mm. je pense que c'est intéressant d'avoir ces spécialités parce que ça montre qu'on est pertinent, qu'on est efficace, qu'on est spécifique, qu'on sait faire des diagnostics. Donc, il faut garder cette spécificité et continuer à travailler avec des spécialités. Je pense à des spécialités. Moi, je fais du musculo-squelettique, périnéo. Je suis pas une par exemple, je suis pas spécialisée en neuro. Et voilà. Mais du coup, chaque kiné, je pense, a sa spécialité, ce qui le fait vibrer. Voilà, j'ai envie de dire, c'est plutôt ça. Et donc ça, à exploiter plus pour garder ces spécialisations dans notre métier de kiné. De notre côté, il y a aussi ce lien avec avec la pensée, avec ce qu'on utilise en hypnose, en méditation, pouvoir de visualisation, etc. Et de faire ce lien entre le corps et la pensée. Et pour moi, c'est le futur de la médecine, si on déborde de la kiné, c'est aussi ce qu'on appelle maintenant la médecine intégrative. Et c'est qu'on ne peut pas séparer le corps de la pensée et on voit bien toutes les interactions qu'il y a entre les deux. Et que pour moi, j'adorerais que dans notre métier de kiné, même avec nos spécialités, on puisse aborder ces deux versants, quelle que soit notre spécialité. Tu vois? Je trouve que ce serait vraiment chouette. Je sais pas si ça va se dessiner comme ça, j'espère, parce qu'on voit quand même de plus en plus dans nos formations de kiné, de formations autour de la communication, de l'entretien motivationnel, et ça prend une part de plus en plus importante, et on en a besoin, parce que ça manquait cruellement dans nos cursus, et j'espère qu'on va plus en plus rapprocher tout ça. Et notre spécificité de technique, de clinicien, et cette communication, cette reprogrammation, cet entraînement cérébral qui va avec cet réentraînement du corps, finalement. Mm. Tout à fait. Oui, et puis je pense que ça va dans ce sens-là. On parle Mm, de plus en plus, enfin, les spécificités déjà d'exercice des kinés ont vraiment été mm, bien définies cette année. Jusqu'à présent, c'était une liste non exhaustive. Donc maintenant, c'est devenu vraiment mm, une liste exhaustive. Et je pense qu'effectivement, comme tu dis, il y a vraiment ces spécificités et spécialités qui vont être mises en avant. Et il y a aussi, tu parlais de la communication, mais justement, il y a mm, le guide, les recommandations du CNO sur la communication qui a été remis à jour à nouveau, cette année et qui dit c'est important de communiquer et mm, c'est important aussi de faire sur la partie conventionnée en respectant la déontologie qui a également évolué d'ailleurs l'année dernière et vous avez vraiment les mains libres pour le faire sur des spécificités. Vous pouvez aussi le faire sur une partie conventionnée, sur une partie hors mm, convention, et vous pouvez aussi avoir une activité qui n'est pas du tout reliée à la kinésithérapie. Le cumul d'activités est aussi autorisé hein, mm, depuis plusieurs années. Donc c'est vraiment quelque chose que moi je veux se dessiner. Et tu parlais de la médecine intégrative. mm, C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'endroits où on va retrouver
différentes professions qui sont sur un même lieu, de médecins et de thérapies complémentaires, alternatives. Et ça donne vraiment un cadre aussi plus sécurisant et peut-être aussi un meilleur contrôle finalement quand on est tous ensemble de se dire Oui, voilà, on fait ce échange, il y a forcément un meilleur alors contrôle c'est pas vraiment le terme mais plus d'attention finalement et je pense qu'on va vraiment dans ce sens-là. oui, oui, parce que il pourrait y avoir des dérives aussi. Enfin, on voit quand même beaucoup de choses dans ce qui est proposé dans l'alternatif. Et je pense qu'il faut quand même rester, garder son esprit critique en tout cas par rapport à ça. Mm. Et mais en tout cas, l'idée c'est plutôt de rassembler les médecines qu'avant on pouvait appeler dures et douces, ou en tout cas les différentes médecines. Et là, je pense que ça va être temps, ça va être bien de pouvoir les rassembler. Enfin, on voit très bien les patients, enfin les études qui sortent sur des patients qui ont des pathologies longues, euh, type cancer, etc., qui suivent des programmes MBSR en méditation. Ils ont une bien meilleure qualité de vie que juste s'ils faisaient leur chimio tout seuls de leur côté. Donc en fait, voilà, l'idée c'est vraiment de rassembler ces différentes pratiques. Tout à fait. En les rassemblant, d'ailleurs, ça évite ces dérives-là, parce que là, il Mm, y a tout un groupe de personnes qui est réuni au même endroit. Donc, ça permet aussi d'éviter justement les dérives mm. dont tu parles. C'est tout à fait. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin que tu voudrais rajouter pour conclure cette interview? Un petit mot de la fin, parlez avec vos patients. Non, non, c'est mieux. Écoutez vos patients. Ouais. Taisez-vous. Écoutez vos patients. Ils ont plein de choses à vous dire. Réorientez-les, mais écoutez-les. Une Ouais, chose, il y a une super vidéo que moi j'aime beaucoup qui parle de la douleur, c'est la vidéo de Pain and Me de Tamar Pincus, qui est vraiment géniale, qu'on d'accord. trouve sur YouTube, qui explique les douleurs persistantes, qui est très visuelle, qui est très belle. Et c'est une très bonne aide pour nous en tant que kiné de comprendre ce que c'est que la douleur persistante, mais aussi pour les patients et de voir les choses autrement. Voilà. D'accord. Très, très bien. Bah, je vais mettre le lien également. Mm. Parfait. Et tu disais que tu avais une formation. Alors ça, j'ai pas suivi cette partie-là avant l'interview, c'est dommage. Ouais. Mais tu fais une formation pour des kinésithérapeutes, c'est ça? Alors là, c'est pas pour des kinésithérapeutes, c'est pour des gens qui veulent se former au yoga. Donc c'est un D'accord. cursus de 200 heures pour avoir la certification Yoga Alliance Internationale, pour qu'ensuite ces personnes puissent, s'ils veulent à leur tour enseigner. Et donc, c'est donc Morgane Lassalari qui est dans un studio, qui est ostéopathe, kinésithérapeute et professeur de yoga qui a monté cette formation. Et elle m'a demandé d'intervenir là-bas en tant que formatrice. Et donc, on est 4 en tout à intervenir dans cette formation. Et moi, j'y vais, je fais 4 jours sur le cursus où je parle d'anatomie, donc expliquer ce que c'est que l'anatomie et de faire de la vulgarisation d'anatomie, mais en gros, c'est pour des futurs profs de yoga, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir en anatomie. Donc, on va pas refaire toute l'innervation, mais par contre, savoir la biomécanique d'un muscle, savoir les os, tout simplement, hein, des trucs très basiques. Donc, yoga anatomie, la biomécanique, on fait des postures de yoga, je leur apprends, donc je leur fais faire une pratique, et on commence toujours par une pratique le matin. Et aussi, par exemple, dans une posture, je sais pas moi, un guerrier 2, si vous voulez engager votre quadriceps, si vous voulez engager vos adducteurs, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Qu'est-ce que vous ressentez? Et ensuite, refaites-le faire à vos élèves sur le tapis. Guerrier 2, je sais pas si tu vois cette posture, tu as la jambe avant qui est pliée, la jambe arrière qui est tendue, les bras qui sont à l'horizontale, les épaules abaissées. Donc déjà, tu vois, tu refais un petit peu ton PAF-TOG avec tous les ressentis. Et tu dis, ben, dans cette posture, imaginez que vous voulez écarter le tapis avec vos pieds. Ensuite, imaginez que vous voulez resserrer. Quel muscle s'engage à ce moment-là? Tu vois, pour faire retravailler dans quelle posture, quel muscle s'engage. Là. Ou si tu as des élèves qui viennent avec une pathologie ou qui te disent, bah, je sais pas, j'ai une hernie discale, c'est quoi les contre-indications? Et moi, je pense qu'en tant que prof de yoga, il faut le savoir. Si Oui. tu as eu un claquage ou quelque chose comme ça, il faut le savoir. Donc voilà, moi je fais une partie on est plusieurs, mais je fais ça notamment. Et je fais la partie respiration aussi, parce que j'adore travailler la respiration. C'est un grand fil conducteur et c'est le moyen d'aller toucher notre système nerveux autonome, d'aller chercher le sympathique, le parasympathique, tout ça. Donc ça c'est une autre parenthèse, mais je fais ça aussi. Donc voilà ce que je fais. Donc ça c'est pour des gens qui veulent apprendre qui veulent être prof de yoga ou qui veulent juste approfondir leur pratique. Voilà. Donc j'ai commencé ça l'année dernière. Peut-être qu'il y en aura d'autres.
Ben, écoute, Peut-être. c'est super. Merci beaucoup pour toutes ces informations, pour cette interview. Ça a été vraiment très enrichissant.